Now take a look at the concentration on Lamar Gant, who has won more world titles in powerlifting than anyone in this competition. He's in the 123-pound class. En 1974, le powerlifter américain Lamar Gant décroche le record du monde de soulevé de terre en soulevant une barre de 238 kg, alors qu'il n'en pèse que 56. Il a alors 17 ans. Au-delà de la performance qui est impressionnante, il fait parler de lui en raison de sa technique d'exécution, qui est considérée par beaucoup comme étant très moche, voire carrément dangereuse, parce qu'il porte avec un dos très arrondi. Et s'il y a bien un truc sur lequel la plupart des sportifs et des coachs s'accordent, c'est sur l'importance de garder son dos droit ou en position neutre sur des exercices comme le squat ou le deadlift, pour éviter de se faire mal ou de développer des pathologies ou des blessures comme les hernies discales. Alors, on pourrait se dire que Lamar Gant, il a tout donné pour cette compétition, quitte à se flinguer le dos et à mettre un terme prématuré à sa carrière. Mais pas du tout. L'année suivante, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire du powerlifting à 18 ans. Et ce n'est que le début. Il détiendra ce titre de champion du monde 16 fois au cours de sa carrière, en battant au passage 71 records du monde, tout en devenant le premier powerlifter de l'histoire à détenir les records dans les 3 mouvements de cette discipline simultanément. Et certains de ces records au deadlift sont encore invaincus aujourd'hui, près de 30 ans après qu'il ait arrêté la compétition. En 1980, il est intégré au Hall of Fame de la Fédération internationale de powerlifting. Et en 85, il entre dans la légende, en devenant le premier humain à porter 5 fois le poids de son corps, en portant près de 300 kg, alors qu'il en pesait moins de 60. Toujours avec le dos rond. Ce type de performance, au cours d'une carrière aussi longue, ça peut sembler étonnant quand on a une technique qui est réputée mauvaise. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que sur cette façon de porter avec le dos rond, Lamar Gant n'est pas une exception. Dans un article sur le blog T-Nation, Brett Contreras, qui est coach et titulaire d'un doctorat en sciences du sport, il explique qu'il est capable de soulever près de 65 kg de plus en laissant son dos s'arrondir sur un soulevé de terre, comparé à une technique dite parfaite. Et quand on regarde les meilleurs powerlifters contemporains, comme le français Panagiotis Tarindis, alias The Panache, qui est notre actuel champion de France, d'Europe et du monde des moins de 66 kg, eh bien on se rend compte que sur sa charge maximale, il arrondit également son dos. Et cette question de porter avec le dos rond, elle se limite pas seulement à la salle de sport. Dans la vie de tous les jours, ce que la plupart des gens considèrent comme étant la bonne façon de porter, c'est à peu près toujours la même chose, qui est d'ailleurs recommandée par la sécurité sociale. On plie les genoux, on garde le dos droit, et on évite de se pencher en avant. En gros, on évite la flexion lombaire. Mais là aussi, depuis quelques années, on commence à entendre un discours qui est un peu différent de la part de certains spécialistes. Certains des meilleurs chercheurs et cliniciens spécialisés dans le mal de dos peuvent conseiller à leurs patients de se pencher en avant avec le dos rond, voire même à porter des charges dans cette position. Et on en arrive même à se demander aujourd'hui si le fait d'éviter de se pencher en avant, ça n'entretiendrait pas les douleurs dans certains cas. Et si on s'était planté depuis des années? Imaginez qu'en fait on se rende compte que porter avec le dos rond, ce soit non seulement sans danger dans la plupart des cas, mais même utile en termes de performance. Aujourd'hui, on va essayer de mettre au clair tout ça. On va voir ce que disent les études scientifiques sur la technique avec laquelle on porte des charges et les liens qu'il peut y avoir avec l'apparition de douleurs ou de blessures comme des hernies discales. Et on va voir pourquoi ces questions elles font encore autant débat dans les milieux du sport ou de la prévention et le traitement des douleurs. Enfin, on va essayer de voir ce que vous devriez faire dans la vie de tous les jours ou à la salle de sport, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques recommandations si ça vous intéresse, des lectures ou des vidéos pour aller plus loin sur ce sujet. Aujourd'hui, on va parler biomécanique, science, performance et prévention des douleurs. Et on va se poser la question, et si la solution, c'était de porter avec le dos rond? Why are you suffering with back pain? Why have your previous attempts failed to give you relief? It's most likely that you've not been shown the specific cause of your pain. And without knowing the cause, you have no guidance on what to stop doing and what to do. Pourquoi j'ai mal au dos? C'est une question que se posent probablement les êtres humains depuis longtemps, mais ces dernières décennies, avec l'apparition de la méthode scientifique et le développement de plein de disciplines, on a commencé à apporter des réponses qui étaient probablement un petit peu plus fiables que les hypothèses qu'on avait par le passé.
Et pour comprendre les mécanismes qui aboutissent à l'apparition d'une douleur, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans plein de domaines différents. En biologie, en neurologie, en psychologie ou en biomécanique. La biomécanique, c'est l'étude des propriétés mécaniques des organismes vivants. C'est donc assez naturellement qu'on a mis beaucoup d'espoir dans cette discipline pour expliquer ce qui se passe dans notre corps et particulièrement dans notre dos quand on subit certaines contraintes, quand on bouge, quand on porte, quand on se penche, quand on tourne, bref, quand on vit. Et dans le domaine du sport, la biomécanique, c'est un outil qui est extraordinaire. En comprenant la façon dont les contraintes mécaniques se répartissent au sein du corps, on peut optimiser un geste sportif pour avoir plus de puissance, comprendre les conditions dans lesquelles certaines blessures peuvent apparaître afin d'essayer de les éviter, ou encore adapter un geste technique pour cibler bien plus précisément un muscle sur lequel on veut faire de l'hypertrophie par exemple. Dans le domaine de la douleur, les études de biomécanique elles peuvent être faites de cette manière. On va comparer un groupe de personnes qui a mal et un groupe de personnes qui n'a pas mal, et on va essayer de mesurer des différences dans leur façon de bouger. Et avec le matos dont on dispose aujourd'hui en 2020, on peut mesurer plein de trucs, mais vraiment plein. On peut mesurer par exemple les amplitudes de mouvement, le timing avec lequel les muscles se contractent, la raideur de ces muscles, la force à laquelle ils se contractent, la stabilité des articulations, les changements au niveau de la conduction nerveuse dans les muscles, avec des EMG, et plein d'autres trucs. Et l'idée c'est que si on trouve des dysfonctionnements chez les gens qui ont mal, qu'on ne retrouve pas chez les gens qui n'ont pas mal, eh ben on va essayer de corriger ces dysfonctionnements, ou bien par des manipulations, ou bien par des exercices, pour permettre aux gens d'avoir moins mal. En tout cas, c'est l'idée. Et l'un des big boss du milieu, qui a publié pas mal d'études sur la biomécanique du rachis, c'est Stuart McGill. Il est professeur de biomécanique au sein de l'université de Waterloo, au Canada. Et il a bossé avec beaucoup de sportifs, dont des powerlifters. Et à mon avis, il a eu une influence assez importante dans les milieux des sports de force. Et il a par exemple travaillé sur des modèles pour expliquer comment des hernies discales apparaissent. Alors, une hernie discale, c'est quoi ? Notre colonne vertébrale, elle est composée de vertèbres, cervicales, dorsales et lombaires, entre lesquelles se trouvent ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Ces disques, ils servent à absorber les chocs et à répartir les contraintes. Ils sont composés d'un noyau central, qui est un gel épais qui contient une bonne partie d'eau, et ce noyau, il est entouré par un anneau fibreux, qui est composé de 15 à 25 couches successives, faites en bonne partie de collagène et en partie d'élastine. Et ça en fait une structure qui est à la fois résistante et flexible. Les vertèbres et les disques, ils sont pas juste empilés les uns sur les autres comme une pile de Jenga. Non. En fait, ils sont solidement stabilisés par des ligaments qui sont très puissants et par des muscles qui sont au moins aussi puissants. Ce qu'on appelle une hernie discale, c'est quand une partie du disque commence à déborder de ses limites normales. C'est un mécanisme qui peut être soudain ou très progressif, ça peut être douloureux ou pas, et ça peut nécessiter une prise en charge médicale ou pas. Maintenant, voyons un petit peu ce que Stuart McGill nous dit sur les mécanismes d'apparition des hernies discales. And it's usually a cumulative situation. But if you take the spine through the range of motion under load, now you work apart the layers of collagen fibers. So if I wanted to work a hole in that beautiful jacket, I would simply create stress-strain reversals back and forth on the material, and the weave of the fibers would slowly get loose and delaminate. So the disc is layer upon layer of collagen fibers held together with a ground substance. And if you keep moving the disc under load, the hydraulic pressure of the pressurized nucleus slowly starts to work its way through the delaminations that form because of movement. Voilà donc ce qui, d'après Stuart McGill, provoquerait des hernies discales. Faire des flexions répétées en portant une charge, même légère, à terme, petit à petit, ça provoquerait des micro-lésions au niveau du disque qui, au final, provoqueraient des douleurs, voire une hernie discale. Et la solution qui est proposée pour prévenir ça, pour éviter que ça arrive, c'est de garder son dos en position neutre lorsqu'on porte une charge. Ce qu'on appelle la position neutre, c'est pas une position fixe, mais plutôt une amplitude de mouvement qui est relativement réduite, dans laquelle on diminue les contraintes que les ligaments et les disques subissent. Ces contraintes, elles sont alors plutôt gérées par les muscles. On comprend alors l'importance d'avoir une technique impeccable lorsqu'on va faire un soulevé de terre, ou un squat, ou même lorsqu'on porte une charge dans la vie de tous les jours.
On a donc trouvé la solution. On enseigne à tout le monde de garder le dos droit, de contracter les abdos pour stabiliser le tout. On enseigne ça en entreprise, on fait des spots publicitaires financés par la Sécu, et bientôt, le mal de dos et les blessures à la salle ne seront plus qu'un lointain souvenir. Sauf que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ces 25 dernières années, l'argent dépensé pour prévenir ou traiter les douleurs de la colonne a été multiplié par 2,5, en suivant en bonne partie ces principes. Sur la même période, l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25%. Donc on dépense vachement plus, et on a de moins bons résultats. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de façons de porter un objet. Mais pour simplifier les choses, on va parler de deux façons principales pour l'instant. La première, celle qui est souvent considérée comme la bonne façon, c'est toujours à peu près la même. On plie les genoux, on garde le dos droit, on évite de se pencher en avant. C'est ce qui s'apparente en fait à un squat. Et il y a celle qui est souvent considérée comme la mauvaise façon. On plie pas ou peu les genoux et on se penche en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un stoop. La plupart des interventions en entreprise ou des formations gestes et postures, elles enseignent la première technique, le squat, comme étant la plus sécuritaire, c'est-à-dire comme étant celle qui réduit le risque d'avoir des douleurs ou des blessures dans le dos. Et en fait, la plupart des professionnels sont plutôt d'accord, parce que la plupart des médecins ou des kinés vont avoir tendance à déconseiller d'utiliser la technique de stoop pour porter un objet, même lorsque cet objet est léger. Sauf que, soyons honnêtes, la plupart des gens ont tendance intuitivement à plutôt utiliser le stoop, c'est-à-dire se pencher en avant lorsqu'ils ont à porter quelque chose dans la vie de tous les jours. Et moi-même, je fais partie de ces gens. Et en fait, c'est plutôt logique. Parce que le squat, il présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, porter un objet en position de squat, c'est-à-dire en pliant les genoux et en gardant le dos droit, c'est vachement plus fatigant que de porter en position stoop. Et vu qu'on a naturellement tendance à chercher la meilleure efficacité, la meilleure efficience, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accomplir nos tâches en dépensant le moins d'énergie, on va intuitivement aller vers la technique qui est la moins fatigante, et c'est le stoop. Alors, quand on a un métier qui consiste à porter des charges à longueur de journée, c'est encore plus compliqué de faire des squats à chaque fois, parce que c'est crevant. Le deuxième inconvénient du squat, c'est que ça met des contraintes qui sont plus importantes sur d'autres articulations, et par exemple, les genoux. Et ça peut poser problème à certaines personnes qui, par exemple, ont des douleurs de genoux. Troisième inconvénient, on peut être un petit peu moins stable en position de squat pour porter un objet. Et quatrième inconvénient, dans la vie de tous les jours, la plupart des gens arrivent à porter un poil plus lourd en position de stoop par rapport à la position de squat. Et si ça vous semble bizarre, regardez les gens qui sont les meilleurs pour porter des charges très lourdes. Les powerlifters. Lorsqu'ils ramassent une charge très lourde du sol, en faisant par exemple un soulevé de terre, leur position elle est bien plus proche du stoop, avec les genoux qui sont peu fléchis et le buste qui est beaucoup penché en avant, que d'un squat. Mais bon, même si le squat a des inconvénients, on peut se dire que ça peut valoir le coup de se forcer à utiliser cette technique pour porter des charges, si ça nous permet de protéger notre dos. Si ça nous permet de protéger notre dos. Toute la question elle est là en fait. Est-ce que le fait d'utiliser la technique de squat, ça permet réellement de réduire les risques de douleur ou de blessure au niveau du dos? Pas vraiment, en fait. Les formations de prévention des douleurs en entreprise, qui enseignent quasiment toutes la technique de squat comme étant plus sécuritaire, en fait, ces formations, elles semblent ne pas être efficaces pour prévenir l'apparition de lombalgie. C'est en tout cas ce que conclut cette méta-analyse de 2012, qui dit « Aucune des études n'apporte de preuve que ces formations préviennent la lombalgie ». Ou encore, cette étude de 2014, qui montre que la plupart du temps, les conseils donnés dans ces formations ne sont pas appliqués. Parce que souvent, ils ne sont pas applicables dans la vraie vie de tous les jours, dans les vraies conditions de travail. Ou enfin, cette étude plus récente de 2020, qui reconfirme que les effets des formations sont au mieux marginaux, et qui soulève une remarque qui est assez pertinente. Il existe tellement de contextes de port de charge différents que donner une technique unique qui serait toujours la bonne, c'est probablement un peu con. Bon, ils écrivent pas ça comme ça, mais ma traduction de l'anglais est parfois un peu approximative. En fonction de la charge qu'on porte, de la taille de l'objet, de la hauteur dont on doit le porter, de la place dont on dispose, du nombre de fois qu'on va devoir faire ce mouvement dans la journée, imaginez que une et unique technique
le squat soit toujours la technique idéale, c'est probablement un peu réducteur. Et dans cet article, il conclut en disant que l'idéal serait d'enrichir le vocabulaire gestuel des gens qui portent dans leur métier, c'est-à-dire leur donner plein d'options différentes pour que ces personnes soient capables de choisir la technique qui leur semble la plus adaptée à la situation dans laquelle ils sont. Alors, est-ce que ça veut dire que porter en se penchant en avant, voire même en arrondissant le dos, ça peut faire partie de ces options? Parce que ça semble un peu contradictoire avec ce que disait Stuart McGill. Eh bien, regardez ce qu'on peut trouver dans cet article de 2017 qui s'intéresse aux techniques de port de charge qui sont considérées par les kinés et par les médecins comme étant les plus sécures. Les auteurs, ils indiquent ceci avec évidemment toutes les références scientifiques associées. De façon assez intéressante, les personnes qui ont mal au dos ont déjà tendance à porter en position de squat. Et il a été confirmé par des études cinématiques que ceux qui ont mal au dos portent différemment de ceux qui n'ont pas mal. Ils penchent moins le dos, plient plus les genoux et contractent plus les muscles abdominaux. Ces données suggèrent que les gens ayant mal au dos tendent à porter des charges de la manière qui est habituellement recommandée par les professionnels de santé, pour éviter de solliciter les structures douloureuses dans leur dos. Cependant, les modélisations biomécaniques suggèrent que porter avec le dos droit et avec les abdominaux contractés résulte à de plus importantes charges biomécaniques sur le dos. Porter avec le dos droit et en contractant les abdos, ça provoquerait plus de contraintes biomécaniques sur le dos. Ce dernier point, ça peut sembler bizarre parce que ça semble un petit peu contradictoire avec ce que nous disaient les études de McGill. Alors il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Le modèle de McGill, qui a probablement influencé les milieux du sport et de la prévention des douleurs depuis 20 ans, modèle qui nous recommande de porter en gardant le dos en position neutre, et qui fait qu'aujourd'hui quiconque poste une vidéo en train de faire un soulevé de terre sur les réseaux sociaux voit une horde de commentateurs arriver en lui disant que « Oh mon Dieu, ta technique est mauvaise, tu vas te flinguer le dos parce que tu es un petit peu trop arrondi », et bien ce modèle-là, il est aujourd'hui sérieusement remis en question. En partie parce qu'il n'a pas été réalisé sur des êtres humains, mais sur des cochons morts. Every kind of human disease, there's not one that didn't start with animal studies. It's the animal studies that gives you the control and the understanding of even what to look for in the humans. And then, of course, third stage is our human trials. So, of course, you have to do that with human spines. But humans are limited resources. Ça peut sembler un peu audacieux de tirer des conclusions sur des lombaires d'êtres humains après avoir fait des études sur des cervicales de cochons morts. Mais en fait, l'idée de base, elle est loin d'être bête. Parce que comme le dit le Dr McGill, c'est toujours par là qu'on commence, en fait. Et les cervicales de porc semblent avoir un comportement biomécanique qui est relativement proche des lombaires humaines. Donc c'est un modèle qui est intéressant pour commencer. Mais comme le dit le Dr McGill également, il faut ensuite passer aux études sur les êtres humains. Et là, les résultats sont vachement plus discutables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de spécialistes du mal de dos et du sport qui défendent une vision qui est quand même très différente. En disant, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait que votre colonne soit fléchie ou non. Et là, je parle pas uniquement de la position de stoop, dans laquelle il est tout à fait possible de garder la colonne relativement droite si le mouvement se fait principalement au niveau des hanches. Non, je parle bien d'une flexion au niveau de la colonne dorsale, voire lombaire, c'est-à-dire portée avec le dos rond. L'un des professionnels qui a mis cette question sur le devant de la scène et de façon très argumentée, c'est Greg Lehman. Greg Lehman, c'est un kiné, chiro et spécialiste de prépa physique canadien. Il a étudié la biomécanique du rachis avec Stuart McGill et il a même publié plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Mais par la suite, il a fait quelque chose qui est parfois difficile. Il a tenu compte des nouvelles données disponibles et il a changé d'avis. And I like to read the totality of the literature, and my view has changed through the years. Entre le début des années 2000 où les études de McGill elles ont été effectuées sur les colonnes de porc morts et les années 2020, on a eu quand même pas mal de nouveaux outils technologiques qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le disque d'une personne humaine, vivante, lorsqu'elle porte une charge. Et ces nouvelles données, in vivo, qui sont faites sur des êtres vivants, elles viennent clairement nuancer la vision de Stuart McGill selon laquelle porter en flexion, avec de la flexion au niveau lombaire notamment, ça nous condamnerait à terme à avoir des douleurs ou des hernies discales.
Une des premières critiques qu'on peut faire au modèle de McGill, c'est qu'il est assez peu transférable à la vie réelle. Dans les études qui avaient été faites à l'époque, ils avaient soumis des disques intervertébraux de porc à un cycle répété de flexion-extension. Mais genre beaucoup de flexion-extension, jusqu'à 86 400 de mémoire, et ils s'étaient rendus compte qu'effectivement, au bout d'un certain temps, il y avait des hernies discales qui apparaissaient. Et ils étaient arrivés à la conclusion que, au-delà d'un certain nombre de flexions avec de la charge, les disques s'abîmaient. Sauf que, dans la vraie vie, c'est assez rare de voir des gens qui font 86 400 abdos d'affilée. Perso, j'y arrive pas. En même temps, je déteste faire des abdos. Qui aime faire des abdos, en vrai? Bon, en général, dans la vraie vie, quand on fait des abdos, on les fait pas tous d'affilée. On fait des pauses entre les séries et entre les séances, et ça permet à notre corps de récupérer et de s'adapter. Ce que, de toute façon, des tissus morts ne peuvent pas faire. Et aujourd'hui, on a quelques données qui montrent que les disques intervertébraux, tout comme la plupart des tissus du corps humain, ils ont une capacité à s'adapter aux contraintes qu'on leur fait subir. Cette adaptation, elle est probablement variable en fonction des gens, en fonction de leur génétique, en fonction du type d'activité qui est exercée. Cette adaptation des disques, elle est probablement lente, parce que les disques, ils sont peu vascularisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive au disque, mais surtout, cette adaptation, elle est probablement plus lente que les structures qu'il y a autour, et notamment les muscles, ce qui est vachement important, parce que ça veut dire qu'il faut y aller très progressivement. Mais cette adaptation des disques, elle est possible. Et globalement, les modèles in vitro, c'est-à-dire faits sur animal en laboratoire, ils semblent présenter des limites parce qu'il semblerait que les disques vivants réagissent différemment. Quand on fait des études sur des êtres humains vivants, on est vachement moins sûr de ce qui se passe. Les contraintes mécaniques exercées sur les lombaires ne sont pas forcément plus importantes lorsqu'on porte en position de stoop par rapport à une position de squat, contrairement à ce qu'on entend tout le temps. Voire même, il pourrait y avoir moins de contraintes sur la colonne avec une légère flexion, tout en permettant aux gens de porter un poil plus lourd lorsqu'ils mettent de la flexion lombaire. That's where the debate is in the biomechanical world. They can't agree where there's more load. Like, read the Shirazi-Adel Labs papers. They're disagreeing. Read Peter Conan's work. Read Kingma's work. Not everyone's agreeing that there's more stress on the disc when there's more flexion. Donc même en restant dans des considérations purement biomécaniques, et sans tenir compte d'autres facteurs qui ont été identifiés comme ayant une influence sur l'apparition de douleurs lombaires, on commence à avoir pas mal d'arguments scientifiques pour dire que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait d'avoir de la flexion lombaire quand vous portez une charge. Alright, let's do this. 7 reasons to not worry about maintaining a neutral spine or how to be a movement optimist. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Greg Lehman donne 7 raisons pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter de la flexion lombaire. Les 3 premières, on les a déjà citées ici. Raison numéro 1, les formations qui enseignent de porter en squat avec le dos droit semblent ne pas fonctionner pour prévenir les douleurs. Raison numéro 2, les modèles animaux sur lesquels sont basées ces recommandations ne semblent pas transférables aux êtres humains. Raison numéro 3, les études plus récentes sur les humains ne sont pas d'accord sur le fait que le stoop et la flexion lombaire mettent plus de contraintes sur le disque. Et ce n'est pas tout. Aussi dingue que ça puisse sembler, on n'a actuellement pas de preuve qu'il y ait un lien de causalité entre les flexions lombaires et l'apparition de douleurs lombaires. Alors, on a des données qui montrent que les métiers où on porte beaucoup ont une petite augmentation du risque d'avoir des douleurs lombaires. Mais les raisons pour lesquelles il y a cette augmentation de risque, c'est pas forcément à cause de la flexion. Il peut y avoir plein d'autres raisons autour, en fait. Par exemple, liées à l'organisation du travail, au rythme, au manque de repos, au contexte ou d'autres trucs. Mais le fait de fléchir la colonne, en soi, en fait, on n'est pas du tout sûr, on n'a pas de preuves qui montrent que ce soit vraiment ça qui soit le facteur de risque d'apparition des douleurs. Et on n'a pas franchement de preuves non plus qu'on finira par le payer plus tard. Il y a une étude qui a suivi des gens qui faisaient un sport où il y avait beaucoup de flexion, c'est des gens qui faisaient de l'aviron, et ils les ont comparés à un groupe contrôle de gens qui ne faisaient pas autant de flexion, et ils les ont suivis pendant des années, et sur 10 ans, il n'y avait pas de différence au niveau des lombalgies. Actuellement, on manque de données pour conclure clairement sur cette question. Et les 2 dernières raisons, elles nous montrent qu'on se retourne probablement la tête pour pas grand-chose. Parce que, en fait, la flexion lombaire, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que elle est utile dans
la plupart des mouvements qu'on fait, et dans la plupart des sports, elle nous permet de faire du mouvement, de développer de la force, de faire de la performance, donc on en a besoin en fait de la flexion lombaire. Mais surtout, quoi que vous fassiez, vous ferez de la flexion lombaire, parce qu'en fait, la flexion lombaire, elle est inévitable. I'm just not sure that people actually, when they're lifting their max weight, are really flexing in the deadlift, not the Atlas stone. Because it's definitely more than people think it is. That's finally being recognized these past few years. They're definitely not staying in neutral, although it's very hard to say what the hell neutral is. Ces dernières années, on s'est rendu compte que même lorsqu'on essaye de garder son dos en position neutre, même lorsqu'on a l'air d'avoir le dos en position neutre, et ben en fait, on fait beaucoup de flexion lombaire. Beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait. Lors d'un soulevé de terre, des powerlifters compétitifs, c'est-à-dire qui ont une certaine maîtrise de leur discipline, ils vont mettre de 75 à 90% de leur flexion maximale au niveau lombaire. Lors d'exercices comme les kettlebell swing, on fléchit en moyenne les lombaires de 26 degrés dans la partie basse du mouvement, c'est-à-dire environ un peu plus de 50% de la flexion lombaire maximale. Et sur des exercices comme les good morning, c'est à peu près pareil. Alors qu'on demandait spécifiquement aux gens de garder le dos droit. Donc il y a des chances pour que vous aussi, vous mettiez déjà beaucoup de flexion lombaire lorsque vous portez une charge, même si vous essayez de garder le dos en position neutre. Et vous savez quoi ? Bah c'est pas forcément grave. On n'est pas tous faits de la même manière, en fonction de la longueur de nos membres, de l'orientation de nos surfaces articulaires, de la puissance d'un groupe musculaire par rapport à un autre, c'est normal qu'on développe des stratégies de mouvement qui soient différentes pour faire une même tâche. Par exemple, soulever un objet. Et pour certaines personnes, eh ben ça sera plus confortable, plus efficace, parfois même plus facile, de porter une charge en ayant le dos qui s'arrondit, donc en faisant de la flexion lombaire. Lamar Gant, dont on a parlé en début de vidéo, il avait une scoliose qui était très marquée. Il avait un buste court et des bras longs. C'est une morphologie particulière qui lui donnait probablement un avantage pour soulever de terre. Mais ça a probablement aussi contribué à sa technique qui était si particulière, où il était probablement plus à l'aise et plus performant en faisant une flexion lombaire importante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément que tout le monde fasse comme Lamar Gant pour performer ? Non, évidemment, parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière que lui. Mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut exclure totalement cette technique, parce que elle peut être la bonne chez certains pratiquants, dans certaines situations. But I think once you get into a good position where you feel comfortable and you train smart, you can adapt to that. Trouvez une position qui est confortable et vous vous adapterez. On touche là au point de discorde entre deux groupes, le point de friction, de désaccord, qui montre presque une différence de philosophie quant à l'approche qu'on a du corps, et qui explique qu'il y a encore aujourd'hui des débats au sein des professions du sport et de la douleur, et du traitement de la douleur, sur la question de la flexion lombaire. La vraie question, sur laquelle ces deux groupes ne se mettent pas d'accord, c'est celle-ci. À quel point notre corps est-il capable de s'adapter ? Stuart McGill et les personnes qu'il a formées et influencées, elles raisonnent selon un modèle biomécanique, ou qu'on appelle également kinésiopathologique. Il considère qu'il existe une façon idéale de bouger dans certaines postures, avec des profils d'activation musculaire spécifiques ou des amplitudes articulaires idéales qui correspondent. S'écarter de ces postures ou de ces mouvements idéaux, ça serait la cause de douleurs, de blessures ou d'une usure prématurée du corps. C'est une vision qui est très structurelle, mécanique d'un corps qui serait peu capable de s'adapter, et donc, selon cette approche, il faudrait garder le dos en position neutre lors d'un port de charge ou alors corriger l'adduction de hanche lors de la course, des squats ou des sauts. Si cette façon de voir elle vous semble familière, rappelez-vous ce que je disais au début de la vidéo sur l'influence qu'a probablement eu McGill sur le sport en général, et particulièrement les sports de force. La plupart des pratiquants à la salle raisonnent comme ça. La plupart des conseils qu'on voit sur les réseaux sociaux, en termes de correction technique, sont basés là-dessus, en fait. Le gros inconvénient de cette approche, outre le fait qu'on commence à avoir pas mal d'arguments scientifiques qui viennent la contredire, ou au moins la nuancer, c'est que elle nous donne l'impression que notre corps il est fragile, et qu'il est incapable de gérer des petites variations de mouvement. Et c'est quand même dommage quand on pratique un sport qui est censé nous faire nous sentir plus forts et plus robustes. Une autre façon de voir les choses, une autre approche pour laquelle on commence à avoir pas mal d'arguments, et qui est défendue par des gens comme Greg Lehman ou Adam Meakins, qui est un kiné anglais, c'est la suivante. On est tous un peu différents,
Et notre corps, il a une extraordinaire capacité à s'adapter aux contraintes qu'on va lui soumettre, à condition d'y aller progressivement. Les contraintes mécaniques, elles sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent être même source d'adaptation et donc de renforcement à condition qu'elles soient dosées d'une manière correcte. Et ce que certains appellent des mauvaises techniques, c'est peut-être juste une variation de la normale qui peut être plus adaptée à un individu donné, à un moment donné. Dans cette approche, on peut laisser les gens fléchir ou tordre leur colonne, on pourrait encourager un valgus de genou ou même faire passer un coureur de l'avant-pied sur l'arrière-pied, parce que, dans certains cas, ça peut être pertinent. Greg Lehman y propose d'appeler les gens qui ont cette approche des optimistes du mouvement. Et ça ne veut pas dire qu'il considère que la biomécanique n'a aucune importance. But when it comes to pain, right, I do think that learning how to change technique and having lots of different options, which sometimes is less flexion, but sometimes it's more flexion, sometimes it's, probably more hip and training the hips, that seems really reasonable to me. So, I still think there's utility in biomechanics. It's just really hard to say, that technique is going to be trouble. As long as you're not, jerking the weight, and you're slowly doing it over time and building up a tolerance through the years. I really have trouble looking at someone saying, oh no, your lumbar spine is flexed 90 degrees. We need to get it down to 78 degrees. Or 90% of max. We need to get it down to 78% of max. En réalité, cette question de la flexion lombaire, elle fait encore débat parce qu'on n'a pas les données qui nous permettent de conclure de façon définitive. Pendant des années, on pensait que la question elle était réglée, il fallait éviter de se pencher en avant quand on portait des charges, et puis c'est tout. Mais les études de ces dernières années, elles sont venues clairement nuancer ce message-là. Si on revient sur l'exemple des disques et des hernies discales, on pensait pendant longtemps que la flexion créait plus de contraintes sur les disques, qui allaient progressivement s'abîmer. On peut dire maintenant que un peu de flexion, ça provoque probablement pas plus de contraintes au niveau des disques, mais la flexion maximale, si, on y reviendra plus tard, et que le disque, il a une capacité d'adaptation, qui est probablement lente, et plus lente que les structures qu'il y a autour, d'où l'importance d'une progression vraiment bien faite, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel, s'il y a besoin. Donc, notre corps, il est probablement capable de s'adapter plus que ce que suggérait McGill il y a 20 ans. C'est pas une raison pour s'entraîner comme un bourrin, parce que notre corps, il a besoin de temps et de progressivité. Cette approche des optimistes du mouvement, elle n'est pas uniquement défendue par des chercheurs ou des cliniciens qui ne se basent que sur des études scientifiques. Elle est aussi partagée par des pratiquants plutôt balèzes, des bodybuilders ou des powerlifters de haut niveau. Cette approche, elle amène à se poser des questions qui changent radicalement notre approche du sport, en allant bien plus loin que la question des lombaires lors du soulevé de terre. Par exemple, on peut se demander, est-ce qu'avoir une petite variation de mouvement de quelques degrés, c'est vraiment un problème ? Est-ce que vraiment c'est une mauvaise technique ? Est-ce que vraiment c'est ça qui nous provoque des douleurs ? Par exemple, écoutez ce qu'en dit Mike Israetel. C'est un bodybuilder qui a un doctorat en physiologie du sport. But I think that within the boundaries of some moderate amount of spinal flexion and extension, you're going to be just as fine one way or the other as long as you're well practiced at the movement. Do a good job and don't worry about these minute rep to rep, set to set sort of differences because you're just not that fragile. And I think that that sort of anyone who says that, if your elbow's like this versus like that, one is like you're going to have elbow cancer and the other one you'll be an elbow god or whatever. I just wouldn't pay too much attention to that stuff. Ou encore ce qu'en dit Greg Nuckols, qui est un powerlifter et co-auteur du blog Stronger by Science. Find the technique that feels subjectively good for you. If something hurts, don't do it, or modify it so it doesn't hurt. Parfois, pour prévenir les douleurs, le ressenti de la technique est peut-être bien plus important que le fait que sa technique, elle entre dans des standards imaginaires d'une technique idéale, et sur lesquels, de toute façon, les chercheurs, coachs et sportifs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui pratique une technique, et qu'elle vous semble perfectible, vous vous dites qu'on pourrait peut-être l'améliorer, dites-vous qu'il est possible qu'on puisse améliorer cette technique pour des objectifs de performance, il est possible qu'on puisse améliorer cette technique pour des objectifs d'hypertrophie musculaire, mais en termes de prévention des douleurs, en vrai, on n'en sait rien. Et surtout, vous, qui n'êtes pas en train de faire l'exercice, vous pouvez pas ressentir ce qui se passe pour la personne qui est en train de le faire. Et c'est peut-être cette personne-là qui est la mieux placée pour savoir. Mais je comprends. L'idée selon laquelle une technique parfaite, ça préviendrait l'apparition de douleurs, elle est séduisante. Parce qu'en fait, elle nous permet de mettre sous le tapis une vérité qu'on n'a pas envie de voir.
La plupart des pratiquants, je pense qu'ils ne se blessent pas parce qu'ils ont une mauvaise technique, mais parce qu'ils gèrent mal leur volume d'entraînement. Souvent, on aime notre sport, donc on a envie de pratiquer, on a envie de progresser, et on s'entraîne trop souvent, trop intensément, et sans prendre suffisamment de repos. Ça fait beaucoup d'informations tout ça, et je vous propose maintenant d'en retirer certaines recommandations que moi, en tant que professionnel, j'aurais tendance à donner. Tout d'abord, dans la vie de tous les jours, pour porter un objet de la vie quotidienne, charge légère ou modérée. Sérieux, vous prenez pas la tête. Faites comme vous le sentez. Actuellement, il n'y a aucune preuve qui indique qu'une technique de port de charge soit plus sécure qu'une autre. Si vous êtes à l'aise en pliant les genoux, pliez les genoux. Si vous préférez vous pencher en avant, penchez-vous en avant. Si vous préférez une technique un peu plus freestyle, c'est ok. Votre corps est largement capable de gérer ce genre de mouvement quand on est sur des charges qui sont légères. Si vous avez mal en vous penchant en avant, même sans porter de charge, eh ben ça peut valoir le coup de consulter un professionnel qui pourra peut-être vous aider. Si vous avez un métier qui vous amène à porter lourd et de manière régulière, de nombreuses fois dans la journée, ici l'idée c'est plutôt d'avoir plein d'options différentes, d'avoir un vocabulaire gestuel varié, pour reprendre l'expression utilisée dans l'étude de Dennis, et d'adapter selon la situation. Porter en pliant les genoux, ça peut avoir l'inconvénient d'être fatigant, et donc parfois ça peut valoir le coup de varier et de changer de technique. Pour l'anecdote, dans une étude de 2021, où ils analysaient les différences de techniques pour porter des charges entre des gens qui ont mal et des gens qui n'ont pas mal, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient pu bosser pendant plus de 5 ans sans développer de douleur dans les métiers où on porte des charges, c'est ceux qui avaient tendance à porter en position stoop, c'est-à-dire sans plier les genoux et en se penchant en avant, avec plus de flexion lombaire. Ce qui est plutôt cohérent avec les données qui montrent que c'est une technique qui est plus efficiente. Petit extrait. Sachant qu'il n'y a actuellement pas de preuve claire in vivo de l'existence d'une façon de porter qui soit plus sûre, il serait peut-être plus utile de s'intéresser moins à la technique exacte avec laquelle les gens portent, et plus à la santé générale de ces personnes, leur force, leur forme physique et leur confiance qu'ils ont dans leur capacité à porter des charges de manière régulière. Faites du sport, vous vous sentirez bien. Et la musculation et les sports de force, c'est une super option parce que, en plus de vous donner confiance dans votre capacité à porter des trucs lourds, elle a plein de bénéfices pour la santé, à plein de niveaux, au niveau cardiovasculaire, osseux, prévention de plein de maladies, longévité. J'ai parlé de tous ces bénéfices dans le guide gratuit que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Bon, et à la salle alors, on fait quoi? Est-ce qu'on porte comme on veut? Eh ben je vous dirais, ça dépend de vos objectifs. On a maintenant pas mal d'arguments pour dire que le dos qui s'arrondit un peu lorsqu'on porte, c'est d'une part inévitable, c'est même utile en termes de force, et c'est probablement pas bien grave en termes de risque de blessure. Mais, si on veut être parfaitement exhaustif, il faut ajouter quelque chose. On a des données qui montrent que jusqu'à 75% de la flexion lombaire maximale, la colonne, elle tolère les forces de compression à peu près de la même manière qu'en position neutre. Au-delà de 75%, ces contraintes, elles augmentent plus rapidement. Donc, si vous voulez être safe, vraiment, ne pas prendre de risques, plutôt que de vous donner le conseil habituel, garde le dos en position neutre lorsque tu portes, ce qui n'est pas possible en fait, je vous dirais, évite la flexion lombaire maximale sur des charges qui sont très lourdes. Pour avoir quelques astuces pour éviter la flexion lombaire maximale lors de port de charge, vous pouvez rester jusqu'à la fin, ceux que ça intéresse, j'aurai un petit bonus à vous proposer. Donc, typiquement, les gens qui font de la musculation avec un objectif principal d'hypertrophie musculaire, il y a des ajustements biomécaniques qui vont être pertinents pour maximiser la prise de muscle. Mais pour prévenir les blessures, c'est vachement moins sûr. Alors, suivez les conseils de gens qui sont spécialisés dans l'hypertrophie et qui s'y connaissent en biomécanique. Je peux vous citer par exemple le bien connu Nassim Saïli ou encore Gaïs de la chaîne Geek & Fit. Mais arrêtez de penser que votre corps est fragile au point de risquer les pires maux si vous mettez un petit peu de flexion, parce que c'est probablement pas le cas. Si vous êtes un pratiquant de force et que votre objectif c'est de soulever le plus lourd possible, vous savez ce qu'on dit en compétition, il n'y a pas de point bonus pour l'esthétique du mouvement. Le but, c'est que vous souleviez ce truc. Et en fait, mettre de la flexion lombaire, ça vous donnera probablement un avantage, et de toute façon, quoi que vous fassiez, vous en mettrez de la flexion lombaire. Et vous en mettrez probablement beaucoup lorsque vous portez votre charge maximale. Le meilleur moyen pour que ça se passe bien, c'est d'habituer votre corps à aller sur cette flexion maximale, ce qu'a priori vous allez faire quand vous allez vous entraîner à porter des charges qui sont très lourdes pour vous.
mais rappelez-vous que les disques ils s'adaptent probablement plus lentement que les structures qui sont autour. Donc vraiment, prenez votre temps. Pour les conseils liés à la performance dans les sports de force, je vous conseille d'aller voir notre champion national, international, mondial, The Panache, qui a une super chaîne et qui va donner beaucoup de conseils pour gagner 300 kg au soulevé de terre. Presque no fake. Pour les plus courageux qui sont restés jusqu'ici, bravo et merci. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, j'ai un service à vous demander. Réfléchissez à une ou deux personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par le contenu de cette vidéo et envoyez-lui la vidéo avec un petit message personnalisé. Ça aidera la chaîne à se faire connaître et moi ça me permettra de savoir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez en profiter pour vous abonner au passage, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Ça sera toujours sur les sujets du sport et de la prévention ou du traitement des douleurs, en me basant toujours au maximum sur des études scientifiques. Le but c'est d'avoir des informations les plus sourcées possibles. Si vous avez repéré des erreurs, c'est possible dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de façon argumentée, et pourquoi pas sourcée, ça serait encore mieux. Si vous voulez aller plus loin sur la question de la flexion lombaire, de la capacité qu'a notre corps à s'adapter aux contraintes, j'ai créé un document dans lequel il y a toutes les références que j'ai utilisées pour cette vidéo. Il y a une quarantaine d'études scientifiques, il y a plusieurs articles de blog qui citent d'autres études scientifiques, il y a des vidéos, la plupart sont en anglais et font à peu près 1h30, mais si vous êtes intéressé, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, c'est super intéressant. Ce document, je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Il y a également le guide qui explique tous les bénéfices pour la santé du fait de travailler, sa force, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, vous pouvez le télécharger gratuitement également. Et en bonus, spécifique à cette vidéo-là, j'ai traduit une partie d'un article qui donne 5 conseils pour éviter la flexion lombaire maximale lors de techniques de port de charge. Donc il y a 5 techniques qui sont données, toujours avec des références scientifiques pour montrer à quel point elles sont pertinentes ou pas. J'ai traduit ça, je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez, il n'y a qu'à suivre le lien dans la description. D'ici là, entraînez-vous bien et à bientôt!